Quand j'allais à l'affût, là, je rentrais de nuit et puis voilà, il y avait le jour qui se levait et puis j'entendais tous ces oiseaux là qui m'entouraient. Alors je commençais mes photos, je repartais, personne ne me voyait. Donc il y avait une ambiance très particulière. Je pense que c'est ce qu'il faut inculquer à nos enfants maintenant, quoi. C'est la préservation, c'est surtout, je pense, l'amour de la vie, l'amour de la terre, l'amour de notre planète. Moi, ce que j'aime, c'est dans mon travail, c'est d'essayer de montrer des émotions, essayer de retranscrire le moment et la rencontre avec un animal. J'ai lu là qu'il y avait 91% des espèces qui n'étaient pas encore découvertes dans les abysses. Le festival Photo Lagacilly présente Un écrin sonore à Lagacilly, une collection de podcasts originaux réalisés par Écran Sonore. Troisième épisode, que vive la biodiversité. Rencontre avec les photographes Greg Lecoeur et Emmanuel Berthier sous l'œil malicieux de Jacques Rocher, fondateur du festival Photo Lagacilly. Fermez les yeux et regardez. À l'entrée du festival Lagacilly, il y a la première exposition qui est offerte au public et qui nous fait plonger dans les profondeurs du monde marin et du monde aquatique avec toutes les espèces qui le peuplent, qui l'habitent. Celles qui sont menacées, celles qui sont invisibles à l'œil humain, celles qui font peur, comme les crocodiles, les reptiliens aussi, des Galapagos, partout. Il y a ces énormes panneaux. Cette animalité rendue si présente, palpable, humaine, tout ça dans les profondeurs marines, près desquelles est né Greg Lecoeur en 1977 à Nice. Greg Lecoeur, il y en a qui disent que vous êtes un merveilleux portraitiste. Oui, je sais pas, ça il faut... Moi, ce que j'aime, c'est dans mon travail, c'est d'essayer de montrer des émotions, essayer de retranscrire le moment et la rencontre avec un animal. Donc c'est vrai qu'en plus, je peux dire que la photographie, c'est aussi une excuse pour être au plus près des animaux, pour aller les observer, les étudier, comprendre un petit peu leur comportement. Et c'est aussi ce qui m'aide à anticiper peut-être leurs mouvements et m'approcher au plus près pour réaliser ces clichés. Est-ce qu'on les regarde comme là, on est en train, nous, de se regarder et de nous regarder de plus en plus, puisque les masques nous interdisent la plupart du temps de regarder nos bouches, on se regarde de plus en plus dans les yeux. Est-ce que les animaux, est-ce que c'est ce que vous captez là dans les profondeurs marines, c'est aussi dans les yeux que ça se passe ? Alors oui, il y a vraiment, avec certains animaux, une rencontre, une interaction, on interagit avec eux. La plupart du temps, on joue de ça justement pour susciter leur curiosité. Donc des fois, il ne faut surtout pas les regarder, on passe à côté sans même les calculer ou leur donner de l'importance. C'est ce qui se permet, eux, de susciter leur curiosité, de les mettre à l'aise aussi, puisqu'ils voient qu'on n'est pas un prédateur, qu'on fait notre vie. Et voilà. Donc c'est un petit peu un jeu aussi de chat et la souris pour pouvoir les approcher. Mais les animaux ont vraiment des sens cognitifs aussi. C'est que certains animaux en plus peuvent être très très sociaux, comme par exemple les globicéphales, les baleines. Ça, c'est vraiment des animaux qui ont vraiment une sensibilité, qui ont leur propre caractère. Et en fonction de ça, on va jouer avec ça pour pouvoir essayer de les approcher au mieux, sans les perturber. Voilà, ce que je peux dire, c'est que mes plus beaux clichés, mes plus belles rencontres, c'est souvent quand je m'y attendais pas, mais c'est surtout l'animal qui vient à nous.
avez vu que ces photos, elles sont intrigantes parce que Greg Lecoeur, qui les a prises, ce plongeur, arrive à nous les rendre presque familières, ces bestioles. Elles ont des visages. Oui, complètement. Oui, on pourrait parler avec le crocodile qu'on a derrière nous, là. J'ai Voilà, pas trop envie, non pas envie de lui parler. Non, c'est assez impressionnant, je pense que quand il croque, on ne doit plus s'en sortir. Mais alors ce crocodile-là, par exemple, parlez-moi du moment de cette rencontre. On ne voit que son visage, j'avais envie de dire, pour évoquer ses crocs. Alors oui, sur cette image, c'est vrai que le crocodile a l'air impressionnant. Après, derrière cette photo, il y a tout un travail d'étude, d'observation, voilà, le crocodile qui est photographié sur cette image, c'est un crocodile qui vit dans les mangroves. Il faut savoir que dans les mangroves, il va se nourrir plutôt de petits poissons, de rongeurs ou d'oiseaux. Et l'homme ne fait pas partie de son régime alimentaire. Voilà. Donc quand on était dans l'eau, c'est pareil, ces animaux qui ont vraiment leur propre caractère, qui peuvent être très territoriaux. Mais quand on se met à l'eau avec ces animaux qui a, pour l'homme, fait un petit peu fantasmer, qui font peur, en fait, en apprenant à mieux les comprendre, à mieux les connaître, on se rend compte qu'ils ne sont pas aussi terribles que ça. Alors après, ça reste des prédateurs, ils sont aiguisés pour la chasse, donc on est quand même sur nos gardes, on se met à l'eau, on est quand même encadré avec des spécialistes pour pouvoir faire ça vraiment en toute sécurité. Vous l'avez dit tout à l'heure, Greg Lecoeur, ils comprennent qu'on n'est pas des prédateurs, qu'ils n'ont pas de prédateurs. Or, on est souvent, nous, les Homo sapiens, les seuls prédateurs. Et aujourd'hui, tout ce que vous nous donnez là à rencontrer, toute cette biodiversité est menacée. C'est devenu pour vous une obsession, un combat, même si vous ne nous montrez pas ce 7e continent sous-marin de détritus flottants, bourrés de plastique. Alors oui, en effet, aujourd'hui, on est dans une situation où voilà, on parle beaucoup de sensibilisation à la préservation des océans et de la terre, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plus à devoir passer à l'action. Moi, au travers de mes images, ce que j'essaie de faire, alors je montre aussi, je fais des photos plus axées photojournalisme, ou montrer des photos un petit peu plus gore de requins qui sont chassés de manière terrible, ou d'animaux qui sont victimes de filets dérivants ou de plastique. J'ai du stock d'images là-dessus, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'émerveiller le public, c'est de montrer vraiment la beauté des océans, notamment auprès des plus jeunes, parce qu'en fait, quand on fait découvrir, quand les gens vont apprécier, vont aimer, vont s'intéresser, vont être émerveillés par cette beauté pure de la nature. Je pense que c'est le meilleur moyen pour eux de prendre conscience, et surtout de nos jours, en leur disant qu'on a encore un patrimoine naturel assez incroyable, assez vraiment magnifique à préserver. Donc la tâche n'est pas perdue, contrairement à ce que l'on peut croire, et la solution passe vraiment par le geste de chacun au quotidien. C'est quoi des gestes au quotidien? C'est tout simple, c'est par exemple consommer local. Je sais pas, moi je vis à Nice par exemple en Méditerranée, je vais essayer plutôt de manger du poisson de Méditerranée. Mes légumes, mes tomates viennent de mon terroir. Je vais aussi essayer de recycler. Voilà, ça c'est des petits gestes au quotidien et on ne s'en rend pas compte, mais chaque geste de nos vies, il a une répercussion sur la nature et sur les océans, même à l'autre bout du monde. Depuis 1951, à bord de la Calypso, nous sommes 8 mois par an à la mer. Nous avons exploré inlassablement la Méditerranée, la mer Rouge, l'océan Indien, le golfe Persique et l'Atlantique. Il vient de résumer cette activité par le film sous-marin Le Monde du Silence. La mer vient de prendre un sens tout nouveau et fascinant. C'est un monde beaucoup plus vaste, beaucoup plus riche que le nôtre. Les premiers océanographes ont timidement sondé les abîmes avec des fils interminables. Puis ils ont analysé l'eau de mer, étudié sa température, observé et calculé les courants. Récemment, l'homme s'est risqué dans l'eau. Il l'a fait maladroitement d'abord, avec un casque et des semelles de plomb. Puis il s'est affranchi de ses câbles et de ses tuyaux, et muni des scaphandres autonomes et des nageoires de caoutchouc, il a voulu devenir poisson. On a eu un indice tout à l'heure, vous êtes né à Nice.
Vous êtes en face de la Méditerranée. C'était donc votre, je sais pas, presque un domaine de jeu naturel pour le petit enfant. Est-ce que faire des photos, justement à l'intérieur des eaux, a été une évidence ? Alors j'ai toujours été passionné de photographie. Moi à la base je suis vraiment passionné de biologie marine. On va dire que c'est la biologie marine qui m'a fait venir à la photographie professionnelle. Et la plongée sous-marine et la photographie aujourd'hui sont plutôt des outils et des passions aussi. Je me suis tombé de passion pour la plongée et la photo. Mais la biologie marine c'est ce qui m'anime au quotidien depuis que je suis tout petit. Et donc en plongeant, en utilisant un scaphandre de plongée, ça me permet d'aller au plus près des animaux. Et la photographie, pour moi, c'est vraiment un moyen de partage, un moyen de communiquer, un moyen d'expression. Voilà, moi je suis un petit peu timide, j'aime bien rester dans mon coin. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais plonger. On va plonger parce qu'on n'aime pas forcément parler, on est bien sous l'eau. Comme disait, c'est le monde du silence. Mais la photographie, c'est aussi vraiment un moyen d'expression et de partage. Celui qui disait ça, c'est Cousteau, c'est à lui que vous vous êtes un peu nourri. Alors forcément, je suis de la génération du Grand Bleu, j'ai été bercé aux aventures du commandant Cousteau. Et oui, forcément, ça nous a touchés dans notre jeunesse et ça fait rêver de voir ces explorateurs, ces pionniers qui exploraient comme ça les océans. Alors ils n'ont pas fait que du bon, ils ont fait des erreurs aussi, qui reconnaissent, mais ça a été vraiment des gens qui ont ouvert cette voie pour l'exploration sous-marine. La première photo que vous avez faite? Je dirais en Colombie-Britannique, des stellaires. Donc c'est des grosses otaries en fait qui vivent dans les eaux froides. Ça a été vraiment ma première vraiment photo professionnelle. Donc je l'ai vendue, mais c'est celle aussi qui a gagné des prix, mes premiers prix, qui m'a encouragé à aller dans cette voie. Donc pour moi, elle a une valeur vraiment sentimentale. Et celle que vous n'avez pas faite? Alors celle que je n'ai pas faite, c'est compliqué parce que en fait l'océan c'est vraiment une source d'inspiration au continu. J'ai ce qu'on appelle une bucket list énorme, on va dire. Donc l'année dernière j'ai rempli une partie de mon contrat parce que un de mes rêves, une de mes quêtes photographiques, c'était de photographier le léopard des mers. Sauf que je voulais observer un comportement. Parce qu'il y a une différence entre faire une belle photo d'un animal, un beau portrait comme on dit, mais j'aime bien aussi documenter ses comportements. Et le léopard des mers, c'est l'un des plus grands prédateurs du pôle sud. Et il a l'habitude de chasser sur des manchots. Et je voulais documenter cette prédation. Alors, on a vu des manchots, on a vu des léopards des mers, mais on n'a pas vu ces prédations. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler aussi du réchauffement climatique et notre expédition en Antarctique a été impactée par ce réchauffement climatique. La fonte des glaces, en fait, perturbe la météo, le climat et perturbe également, pour simplifier, le cycle de la vie des animaux. Et les léopards des mers vont en Antarctique donc, pour se nourrir de ces manchots. Et ces manchots, en fait, ils vont sur des zones de nidification et les petits vont se mettre à l'eau quand ils auront perdu leur pelage, quand ils seront prêts à partir en mer. Sauf qu'il y a des décalages et nous, quand on a été, les petits manchots étaient à peine prêts à se remettre à l'eau. Donc il y a un décalage du cycle de la vie qui a fait qu'on n'a pas pu documenter ces prédations. Jacques Rocher, Greg Lecœur qui est exposé ici aussi autour de cette thématique forte de cette année qu'est la biodiversité. Je suis sûr que vous avez très envie un jour de lui demander de porter un scaphandre et puis de descendre avec lui. Mais j'ai pas très envie, je lui ai demandé. Je lui ai dit, quand tu veux, parce que
Bon, je fais un peu de plongée, mais c'est tellement magique. Il m'a montré des raies en Méditerranée qui ressemblent à, je crois que c'est les raies modula, qui ressemblent à des raies manta qui sont plus petites. Moi, ça attise ma curiosité. Et c'est vrai que cette vie marine et sous-marine est extraordinaire. Et là, on sait bien qu'on n'est pas chez nous, quoi. Greg est je dirais, au-delà, bien, c'est un très grand photographe. Il a commencé il y a très peu de temps. Comme il m'a dit, j'ai tout arrêté. Il était chef d'entreprise et il est devenu photographe par passion et puis par passion de l'eau, quoi. Mais c'est aussi un grand défenseur de la vie et de la nature et des océans. Et pour moi aussi, c'est important. Et j'espère qu'un jour, oui, je vais pouvoir plonger avec lui. J'aime bien l'idée, Emmanuel Berthier, de parler avec le vent qui nous accompagne et qui souffle fort ici aujourd'hui à la Gacilly, pour évoquer votre travail avec au sein des 5 réserves naturelles ici qui nous entourent finalement. Exactement, ouais, ça donne, on est dans l'ambiance. C'est vrai que souvent sur les photos le son manque un peu. Et donc là, d'avoir ce vent et puis de voir ces espaces naturels, ces paysages, c'est pas mal. Vous êtes l'exposition la plus, j'allais dire, raccord avec l'époque que l'on vient de traverser, qui n'était certainement pas terminée, qui est celle de la Covid-19, qui a rendu tout le monde dans ses mouvements un peu paralysés, handicapés. Il manquait quelque chose soudainement. Et puis on est donc, quand je dis raccord, c'est que ça se passe autour, donc on n'a pas besoin d'aller très loin. Non, c'est d'ailleurs des espaces que j'ai continué à parcourir pendant le Covid. Donc il n'y avait plus personne. Mais pour la suite pour poursuivre ce travail-là, voilà, j'ai eu la chance d'avoir accès à ces espaces-là. Alors c'est des espaces qui sont déjà protégés par définition, mais là avec plus personne. Et puis voilà, alors quand j'allais à l'affût, là, je rentrais de nuit, et puis voilà, il y avait le jour qui se levait, et puis j'entendais tous ces oiseaux là qui m'entouraient. Alors je commençais mes photos, je repartais, personne ne me voyait. Donc il y avait une ambiance très particulière. Vous étiez fugitif ? Ouais, exactement. Ouais, j'essayais d'être le plus discret possible. On essaye de se faire oublier quand on essaye de faire photographier là. Et là, encore plus, puisque comme ces oiseaux-là n'ont pas connu de dérangement pendant 2 mois, il n'y avait pas de chiens à se balader, il n'y avait pas d'avion, pas de bateau, il n'y avait rien du tout. Du coup, on se sent encore plus intrus, quoi. Donc j'essayais d'être vraiment le plus discret possible. Ouais. Mais vous aviez la nature comme laissez-passer ? Exactement, ouais. Et puis ces oiseaux, peu à peu, enfin cette faune a retrouvé aussi un peu confiance dans certains coins. Donc les distances d'envol, c'est-à-dire la confiance revenait aussi, quoi. Donc on ne me voyait plus forcément comme un prédateur potentiel ou comme une source de dérangement, mais on me tolérait un peu plus, quoi. Comment vous avez baptisé cette exposition autour de ces 5 réserves naturelles ici, qui sont toutes spécifiques d'ailleurs ? Alors avec le festival photo, on a baptisé ça les sanctuaires du Morbihan. Mais c'est vrai que l'idée, c'était de montrer l'importance de pouvoir avoir des espaces comme ça. Ces espaces-là où l'homme n'intervient pas, en fait. Donc on laisse la nature vivre. Il y a même une réserve qui est une réserve biologique intégrale, une RBI. Et donc là, on ne fait rien du tout. Il n'y a pas de gestion. C'est-à-dire qu'on regarde, la seule intervention humaine qui y est, ce sont des inventaires. On regarde comment la nature évolue, on la laisse faire. Donc voilà, il y a des arbres qui tombent et qui pourrissent, qui sont le source qui permettent que la lumière rentre en forêt. Il y a de nouvelles espèces qui s'installent. Voilà, donc c'est assez passionnant et ça va être passionnant à suivre dans les années à venir, quoi. Quand je disais, Emmanuel Berthier, que le photographe que vous devenez, avec comme seul passeport celui de la nature, avec le laisser-passer des oiseaux, avec vos objectifs, justement, c'est lequel d'objectif ? Documenter ces sanctuaires, sanctuariser les sanctuaires ? Non, c'est sensibiliser déjà à l'importance de ces zones-là, de ces espaces-là.
Ensuite, c'est, faut l'avouer, un plaisir aussi personnel. Le premier ressort, pourquoi est-ce qu'on fait ce métier-là? C'est parce qu'on adore être dans ces espaces-là. Et donc, de toute façon, pour se lever à 4h du matin, une bonne partie de l'année, il faut avoir ça, je pense, en soi. C'est-à-dire, il faut aimer ces ambiances-là, il faut aimer parcourir ces espaces-là, souvent de manière solitaire. Donc, voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on a envie de montrer ce travail-là, pour montrer l'importance, pour aussi partager ces sensations, enfin, tenter de les partager, en tout cas, partager ces sensations qu'on a de nous. Donc, voilà un peu l'idée. Et puis il faut être guetteur, il faut être rêveur, il faut être poète, il faut être... Ouais, il faut être d'une nature plutôt contemplative en effet. Il n'y a pas toujours beaucoup d'action. Voilà, donc ça correspond aussi à un tempérament, clairement. Ouais. Vous l'avez choisi ça, cet objectif-là, cette patte-là, ce velours? Oui, ouais, clairement. Ouais, c'est quelque chose que moi j'ai depuis très longtemps. Hein. J'ai commencé d'ailleurs comme garde du littoral en travaillant sur la Rance entre Dinan et Saint-Malo. Et je suis venu à la photographie après. Donc ce qui est important là-dedans, c'est le sujet. Donc il y a la photo, il y a l'apport artistique, poétique qu'on veut y apporter. Mais l'important, ça reste le sujet. Ça reste cette faune, cette flore, ces paysages et ces gens qui protègent ces espaces-là. Il y a comme l'impression effectivement d'un temps figé, d'un temps protégé, de ces premiers petits matins du monde. En face, là, on est dans une zone marécageuse, une zone humide, un coucher de soleil, à moins que vous me disiez que ça soit un lever. C'est un lever de soleil. Mais c'est vrai que la photographie, photo, ça veut dire lumière. Donc, écrire avec la lumière, là, étymologiquement. Là. Donc la base de la photographie, pour moi, c'est ça. C'est d'abord un travail sur la lumière, surtout en milieu naturel. Donc ce que je recherche, c'est ces ambiances un peu rares, un peu uniques qu'on a. Alors j'ai travaillé en hiver, qui n'est pas forcément la période la plus facile, mais quand on réussit, c'est aussi la période, quand on réussit à saisir ces ambiances-là, c'est aussi la période qui permet d'avoir des lumières un peu plus rares, un peu plus rasantes, un peu plus douce, et puis avec des tons un peu différents. On est plus dans des dégradés de marron, de bleu aussi, enfin en fonction des réserves. Donc j'essaie de travailler sur ces couleurs-là, ouais, et sur ces ambiances-là. Il y a quelque chose qui fait du bien. Je dis pas ça par rapport aux autres expositions, parce qu'il y en a 17 autres qui sont proposées ici, au milieu de 1000 photos à la Gacilly pour cette 17e édition. C'est qu'on ne voit pas d'humains. Ces sanctuaires doivent être protégés de la trace de l'homme et de sa prédation. C'est vrai que l'idée de... il y a une notion qui est difficilement traduisible, mais en anglais, on appelle ça le wilderness. C'est cette sensation de sauvage, c'est-à-dire pouvoir marcher un peu et d'avoir dans son champ de vision pas de traces humaines. Alors en Bretagne, c'est ce que je dis souvent, c'est la Bretagne, c'est un jardin, hein. Tout a été transformé, voilà. Mais on a des fois cette illusion-là, on réussit à ressentir ces sensations-là qu'on peut ressentir en puissance supérieure dans des grands espaces ailleurs dans le monde. Mais déjà, quand je me suis baladé dans ces espaces-là, il y a eu des instants vraiment de sauvage. Et ces instants-là, ils sont pour moi extrêmement importants, et je pense pour beaucoup de gens, pour un équilibre. Hein. On a ça vraiment, notre cerveau a été pendant des centaines de milliers d'années façonné par cette nature. Il n'y a que depuis cette révolution industrielle assez récente en fait, hein, qu'on s'en éloigne. Mais notre cerveau garde ça. Hein. Il y a même des études qui montrent que voilà, quand on est en pleine nature, on sécrète des hormones d'apaisement. Voilà, il y a un espèce de bien-être assez universel avec ce contact avec cette nature sauvage. Donc l'idée des photos, c'est aussi de, très modestement, permettre ça, quoi. Devant vous, devant nous, c'est une sorte de mangrove.
C'est vrai que là, c'était en périphérie de la réserve. On a eu pas mal de pluie cet hiver en Bretagne. Et ça a inondé des bouts de forêt comme ça. Et c'est vrai qu'en me baladant là, je me suis dit, ah, mais c'est une mangrove. C'est vrai qu'il pourrait y avoir une silhouette de crocodile là. Hein. Et ce qui fait aussi que, en fonction des phénomènes météo, je pourrais retourner 15 fois à cet endroit-là, je ne referai jamais la même photo. Voilà, ça change tout le temps. Et c'est la force de la photographie, c'est de saisir ces instants-là. Et là, en l'occurrence, c'était le matin. Un mot, Jacques Rochet, sur celui que vous connaissez bien, ce photographe d'ici, Emmanuel Berthier. Emmanuel, c'est un garçon qui est très 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 proche de la nature. Je suis encore allé faire des photos avec lui il y a quelques semaines, tôt le matin. Tiens, on a vu un blaireau là, passer à 6h du matin, etc. Il y a ce côté symbiose avec la nature. Et donc comment on l'approche sans la déranger. Emmanuel est un garçon qui effectivement sait prendre son temps quand on fait des photos, entre autres d'animaux. C'est pas vous qui dictez les choses. Vous dites pas, tiens toi là, tu vas te poser là, puis ça va. Non, il faut savoir prendre son temps, perdre son temps. Parce que l'affût est un élément extraordinaire, mais en même temps qui peut être terrible, parce que quand vous restez à attendre que l'éventuel animal passe et que vous attendez 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, parfois même plus, puis que rien ne se passe, vous pouvez avoir le sentiment d'avoir perdu votre journée. Mais c'est peut-être autre chose. Et ça, je pense que c'est aussi très intéressant par rapport à cette dimension dans laquelle on est. Il faut faire tout vite, avoir la dernière info sur le smartphone, Bah là, quand tu fais des photos comme ça, c'est pas toi qui dicte les choses. C'est le temps, c'est la météo, c'est les animaux qui peuvent être là. Et ça aussi, je pense que ça donne une dimension intéressante à la façon dont on appréhende la vie. Et donc c'est vrai qu'avec Emmanuel, on est très proche parce que je sais très bien ce que ça veut dire d'être en attente. Mais l'attente, c'est bien. Fin du 3e épisode d'Un écrin sonore à la Gacilly, une collection de podcasts originaux à retrouver sur toutes les plateformes de diffusion, Apple et Google Podcasts, Spotify et Deezer et tous les agrégateurs de podcasts. Toutes les informations pratiques sur cette 17e édition, ouverte gratuitement au public dans le respect des gestes barrières jusqu'au 31 octobre 2020, sont consultables sur le site festivalphotolagacilly.com. On vous y attend nombreux et n'oubliez pas, si vous avez aimé, parlez-en et partagez.